Enregistrement en cours. Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle série TechNet 21 sur l'EIR et le IHS. Comment mieux sélectionner votre système d'enregistrement des vaccins selon le contexte de votre pays. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le cas du Bangladesh. Vous pouvez écouter cette présentation en français ou en espagnol. Pour faire ainsi, s'il vous plaît, sélectionnez le globe en bas de votre fenêtre et choisissez la fenêtre de votre choix. Vous pouvez également enlever l'anglais en fond si vous voulez seulement écouter la voix de l'interprète. Si vous avez du mal à trouver, n'hésitez pas à me le faire savoir dans la boîte de commentaires sur le chat. En parlant du chat, vous pouvez déjà vous présenter et j'ai vu que nous avons déjà quelques personnes qui viennent de se présenter. Donc, bonjour Mohamed, bonjour Ibrahima et bonjour Dr Seydou. Vous pouvez également vous présenter, nous dire d'où vous venez, nous donner votre nom. Vous pouvez également utiliser le chat si vous avez besoin d'assistance technique et je ferai de mon mieux pour vous aider avec ça. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez utiliser la case Q&A qui est aussi en bas de votre fenêtre et vous pouvez poser votre question à n'importe quel moment et nos présentateurs y répondront après la présentation pendant la session de questions et réponses. Enfin, cette session est enregistrée et nous allons partager les liens vers la vidéo ainsi que les diapositives. Et c'est tout de ma part, donc j'espère que vous allez bien profiter de cette session et je vais maintenant passer la parole à Harriet. Merci beaucoup Alex, merci tout le monde de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons Mike Frost et Ahmad Amahakoun qui vont nous donner un point de vue sur le tracker de l'ISS ainsi que plusieurs présentateurs de l'UNICEF qui vont nous parler du DHIS2. Ma présentation, c'est sur le DHIS2, le tracker, à l'université de Oslo, qui a été adopté par plus de 80 pays. Avant ça, il avait déjà été mis en œuvre pendant plusieurs essais de recherche par l'Institut de santé publique. Mike a directement aidé à la mise en œuvre du système d'information dans plus d'une douzaine de pays, en Afrique, en Asie et dans le Moyen-Orient. Et Amoda est le directeur pour le Sri Lanka. Il vient d'un contexte de santé publique. Il a près d'une décennie d'expérience de travail avec le DHIS2 dans les régions du Sud-Est, y compris la surveillance du système de vaccination pour le COVID-19, qui a déjà touché plus de 20 millions de personnes à ce jour. Jahid travaille pour l'UNICEF Bangladesh depuis 2016. Il a développé et mis en œuvre plusieurs systèmes d'information, de gestion de l'information, ainsi il a travaillé sur le programme élargi de vaccination, il a travaillé sur le système de vaccination de masse et également la microplanification du DHIS2. Massoud travaille pour UNICEF Bangladesh depuis 2017. Il a fourni de l'assistance technique sur le DHIS2, le tracker. Il a travaillé sur le tableau de bord de la santé publique ainsi que sur la COVID-19. Maintenant, je passe la parole à Mike. Fantastique, merci Harriet pour ces présentations. Merci à mes collègues de l'UNICEF pour cette chance de partager. Je voudrais commencer en disant un petit peu ce qui se passe au niveau du contexte sur qu'est-ce que c'est le DHIS2, en quoi ce logiciel est unique. Il est géré par l'Université d'Oslo, c'est là où nous sommes présents aujourd'hui, et ça fait partie de leur département depuis 1994 déjà. Ça a commencé en Afrique du Sud, une collaboration entre l'Université de Western Tea et l'Université d'Oslo. Essentiellement, nous avons distribué des méthodes pour créer cette plateforme open source gratuite en travaillant avec 17 systèmes d'information sur la santé dans le monde entier. Le logiciel est disponible gratuitement pour tout le monde. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser. Beaucoup des personnes qui l'utilisent pour leur système d'information national ne sont pas en contact direct avec nous. En tant qu'université, nous faisons de notre mieux pour nous assurer que
que cela peut être utilisé de façon locale. Nous passons beaucoup de temps sur la capacité, la mise en œuvre des capacités et une académie en ligne ainsi que des formations régionales. Nous avons formé plus de 5000 experts en DHIS2 à ce jour. Le logiciel en même est un modèle générique. Il peut être adapté à différents cas, pas seulement au niveau de la santé, c'est également utilisé au niveau de l'éducation, l'Université d'Oslo et l'organe de direction qui a développé ce logiciel, qui sort les mises à jour tous les ans, qui est approuvé par l'OMS et beaucoup de donateurs au niveau mondial qui s'assurent que la plateforme reste gratuite et disponible pour tout le monde. Elle est utilisée dans près de 73 pays en compte une plateforme nationale, couvre différents domaines de la santé. Je voudrais juste montrer un petit peu pourquoi il y a une si grande opportunité de s'appuyer dessus au niveau de la vaccination. Il y a déjà une empreinte au niveau mondial. 45 pays qui utilisent le HIS2 pour leurs données concernant la vaccination, ainsi que les données agrégées dans tous ces pays. 30 de ces pays ont installé le package particulier à l'OMS sur le programme élargi de vaccination et 42 pays utilisent le DHIS2 pour leur réaction au vaccin contre la COVID-19. C'est quelque chose qui a été mis en œuvre très rapidement, qui a été adapté très rapidement. Nous avons créé un forfait COVID-19 qui a pu être intégré aux infrastructures existantes en seulement quelques mois. Et cela montre, je pense, à quel point nous pouvons atteindre du monde avec cette plateforme et à quel point nous pouvons aller rapidement et ajouter rapidement des composantes. Donc, je vais un peu expliquer comment ça se fait. L'Université d'Oslo, c'est un centre collaboratif qui collabore avec l'OMS. Et ce qui se passe depuis 4 ou 5 ans, c'est la création d'une série de métadonnées standardisées pour le DHIS2. De fait, le DHIS2 est un outil ouvert qui peut être configuré de la façon que le pays veut, selon l'utilisation dont ils ont besoin. Mais avec l'OMS, nous l'avons préconfiguré pour que ça puisse déjà être utilisé sur des cas standards au niveau mondial, en s'appuyant sur des indicateurs au niveau mondial, en s'appuyant également sur des analyses, des analytiques recommandées. De cette façon, les pays peuvent utiliser le site de l'OMS et télécharger ces packages gratuitement et les ajouter à leur configuration existante. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de domaines qui sont couverts. Je ne pouvais pas tous les mettre sur l'écran, mais vous pouvez avoir une bonne idée comme ça en travaillant sur les domaines de vaccination. Nous avons développé un certain nombre de configurations pour le DHIS2 qui peuvent être utilisées au sol ou en combinaison avec un autre. Je ne vais pas tous les décrire, mais j'espère que vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et comme je l'ai mentionné auparavant, il y a déjà 30 pays qui utilisent le tableau de bord pour le registre de vaccination électronique. Et il y en a beaucoup qui utilisent également le tableau de bord pour les vaccins contre les maladies préventales. Et nous allons regarder en particulier ce qui concerne le package pour le tracker du registre électronique de vaccination. C'est important de comprendre ce que c'est ces packages, ces forfaits. C'est qu'ils sont préconfigurés avec des éléments de données et des éléments de visualisation nécessaires, mais ils sont également adaptables. Donc, les pays les ont comme point de départ avec une configuration de très bonne qualité et ensuite ils peuvent être adaptés pour correspondre aux besoins des pays. Par exemple, ils peuvent être utilisés directement au point où les soins sont fournis aux patients et ça inclut également une assistance à la décision, mais ils peuvent être également utilisés comme un point de saisie de données secondaires si le pays n'a pas tous les outils ou toutes les infrastructures nécessaires afin de faire cette sorte de saisie de données en live. Il est également conçu pour améliorer la fiabilité des données et pour fournir des informations au niveau de données de meilleure qualité. Et c'est basé sur les documents de l'OMS sur la vaccination de routine. Ça a été développé avec l'organisme norvégien pour la santé publique. Nous travaillons avec le système de vaccination de la santé publique norvégienne et également avec le registre de vaccination électronique de plusieurs pays. La conception, le design pour cela, c'est que nous avons collaboré avec Gavi, avec l'OMS et avec l'UNICEF.
Et alors que nous avons créé cette configuration de base, qui est ensuite adaptée et utilisée par le pays selon leurs besoins, donc, c'est pour vous donner un aperçu des informations qui sont déjà directement dans ce forfait, ce package, pour vous montrer que ça a été conçu selon les standards de vaccination de routine en se basant sur l'âge de l'enfant, mais ça inclut également diverses variétés des vaccins qui sont non routines. Ça peut inclure tout ce qui est spécifique au pays. Donc, juste pour vous montrer également que tout cela est disponible maintenant, vous pouvez directement aller dans la documentation. Ça vous montre le design du système. Il y a ces mises à jour régulièrement. Donc, vous pouvez voir toutes les versions qui ont tout ce qui a été inclus. Il y a un guide d'installation qui est également associé. Et tout cela est disponible, est déjà disponible pour votre pays. Vous pouvez regarder pour voir si le design correspond à vos besoins, si c'est quelque chose que le pays voudrait utiliser. Donc, juste pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités différentes, ça peut dépendre également de comment le pays veut appliquer cela, mais le logiciel même vous permet de cacher, de montrer des champs de données. Les champs de données ont des avertissements qui sont déjà inclus. Ça peut être lié à des notifications par SMS qui peuvent être envoyées, par exemple, à la mère, au client. Il y a également un aperçu de la carte de vaccination, un guide de travail sur le flot de travail, sur les fournisseurs de services, des indicateurs, une liste d'indicateurs qui sont basés sur les recommandations de l'OMS pour le programme de vaccination. Rapidement, pour regarder ce package, ce forfait générique, ensuite je vais passer la parole à mes collègues pour montrer comment ça a été déjà appliqué en exemple, mais ce qu'on regarde ici, par exemple, c'est la page sur laquelle vous arrivez si vous utilisez le système. Et si ce système en particulier a un département hôpital, et si vous aviez une liste ainsi des flux de travail basiques, par exemple, vous pouvez regarder tous les patients qui ont été vaccinés, voir ceux qui ont été prévus pour cette semaine, pour aujourd'hui, les rendez-vous ratés également pour assurer le suivi. Et tout ça peut être customisé pour correspondre à un flux de travail différent. Par exemple, si vous regardez aux enfants qui n'ont pas reçu de suivi, si vous voulez identifier les groupes à risque, toutes ces configurations spécifiques peuvent être disponibles dans le logiciel. Et ça peut être fait dans le pays par les utilisateurs. Il n'y a pas besoin d'être un développeur de logiciel pour configurer ce système pour que ça corresponde au flux de travail dont vous avez besoin. Juste pour vous donner un aperçu rapide sur la façon dont les règles du programme fonctionnent. Donc, par exemple, les règles du programme, c'est la logique du DHIS2. Ça vous permet d'adapter les champs que vous voyez sur cet écran. Ça vous permet d'avoir des restrictions sur le type de données, sur la gamme. Donc, tout ça, ça vous donne juste une idée de certains des mini-règles de programme que nous avons inclus dans le package de vaccination de routine. Vous regardez donc l'âge de l'enfant, le pourcentage basé sur le programme de vaccination, le vaccin approprié qui devrait être fourni pendant cette visite. Vous pouvez également voir, par exemple, que nous recevons des informations. Ça vous montre que les règles de montrer et de cacher pour les vaccins de routine. Mais il y a également des informations ici sur le contexte basé sur la condition de l'enfant. Par exemple, est-ce que l'enfant est positif au VIH, mais ne reçoit pas d'ART? Dans ce cas, on met un avertissement comme quoi ce n'est pas indiqué de donner le vaccin BCG. Ça peut également donner des informations si l'enfant a une fièvre, alors éviter certains vaccins. Tout cela, vous pouvez configurer selon les lignes directives du pays, selon ce qui est déjà basé sur les règles de l'OMS, mais ça peut être adapté. S'il y a des vaccins qui ne sont pas utilisés dans le pays, par exemple, ou si vous pouvez avoir différentes règles également qui sont basées sur ce même type de logique, mais qui sont adaptées selon les vaccins qui sont utilisés dans les pays. Enfin, ce modèle sur la version web, cela vous donne un aperçu à la carte de vaccination. Vous pouvez avoir un aperçu de tous les vaccins qui ont déjà été fournis. Tout ça est dans la matrice. Vous pouvez cliquer, ça ouvrira l'événement quand l'enfant a reçu ce vaccin et toutes les informations associées. Et en haut, sur le rang, vous pouvez voir aussi les informations qui ont été préconfigurées, qui devraient être toujours disponibles à toutes les visites, par exemple le nom, l'âge au moment de la visite, les allergies, etc. Ces informations que vous choisissez de voir, ça pouvez les adapter également
pour correspondre aux informations qui sont importantes dans le pays, ce qui est toujours disponible en haut. Ici, je vais vous montrer juste un peu la configuration des notifications par SMS. Donc ça encore, c'est optionnel. Ça dépend de si ça a été configuré. Ça peut être lié au pays. Ça dépend du programme dans le pays, de qui finance, est-ce que c'est une priorité. Mais il y a des messages qui sont préconfigurés qui vont remplir automatiquement. Il n'y a pas besoin de faire d'entrée au niveau manuel. Ça peut être basé selon la logique pour rappeler les rendez-vous prévus, donner des informations sur les vaccins qui vont être fournis et également encourager à prendre rendez-vous pour une visite. La plupart de ces notifications peuvent être basées selon les exigences du pays. Ce n'est pas obligé que ce soit envoyé directement au client ou à la mère, mais les notifications peuvent être envoyées par exemple aussi au gérant, par exemple, sur le nombre de vaccins qui ont été effectués. Ça peut être lié aux événements adverses à la suite des vaccins. Ça peut être envoyé pour commencer une enquête au niveau de la vaccination. Le logiciel même travaille et fonctionne sur le navigateur, sur votre ordinateur, mais il peut aussi travailler sur l'application Android. C'est gratuit par le Google Play Store. Vous pouvez avoir divers utilisateurs, certains sur Android, certains sur le net, et toutes les données vont rentrer dans le même ensemble de données. Les indicateurs sont basés sur le programme agrégé de l'OMS. Pour le moment, il y a 5 tableaux de bord qui sont inclus dans le programme de métadonnées, mais il y en a davantage qui peuvent être également effectués. Tout peut être adapté aux exigences du pays. Et avoir ce niveau de données individuelles qui arrive par le programme de tracker, ça permet de regarder les données de diverses façons. Donc ça, par exemple, c'est juste un aperçu rapide des analytiques de la visualisation qui est déjà intégrée dans ce package. Mais de nouveau, vous pouvez aussi adapter ça. Vous pouvez passer d'une vue à une autre, que vous regardiez une carte ou passer un tableau ou un graphique. Il y a diverses façons de montrer, de présenter ces données. Ça fait partie justement du pouvoir justement de lier cela à une plateforme. Beaucoup de pays utilisent déjà ça pour leur système de routine. Donc, vous pouvez avoir le même utilisateur qui peut regarder entre différents tableaux de bord, avoir différents aperçus entre les données de vaccination, que ça provienne du registre ou que ça provienne du niveau agrégé, etc. Et rapidement également, je voulais mentionner qu'en partie du programme que nous faisons avec l'UNICEF, c'est que nous avons également les notifications de naissance au CRVS. Donc, c'est quelque chose que plusieurs pays font. Ils utilisent l'opportunité de voir quand le pays vient pour la première fois à la clinique pour être vacciné, s'il n'a pas été enregistré avant. Vous pouvez également utiliser les données pour enregistrer les informations de naissance et envoyer ça au CRVS et cela va commencer le processus de notification pour l'enfant et qui va faire partie du système du CRVS. Donc, sur cette diapositive, je suis sûre que cela va être partagé, mais il y a divers liens sur lesquels vous pouvez trouver toutes les informations. Mais maintenant, je vais passer la parole à mon collègue pour expliquer comment cela a été mis en œuvre aux Maldives. Merci, Mike. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je vous parle du Sri Lanka. Donc, ce que je vais vous dire maintenant, ce dont je vais vous parler, c'est le processus, la façon dont nous avons adopté ce système de registre électronique pour le ministère de la Santé aux Maldives. Donc, tout a commencé il y a environ 10 mois, au début de l'année, avec le ministre de la Santé. Et je vais partager avec vous ce diagramme qui montre les composantes importantes du registre, du package, comme nous l'appelons, du registre de vaccination électronique. Donc, vous pouvez regarder toutes les exigences. Vous pouvez voir assez clairement que certaines sont liées à l'OMS ou peuvent être customisées. Et à présent, si vous voulez bien vous concentrer sur l'approche technique que nous avons adoptée. La plupart des exigences que nous avions dans ce diagramme, nous pouvons l'adopter et adopter le package DHIS directement. Par exemple, le registre de vaccination électronique. Nous avons principalement utilisé ces composantes préintégrées. Ensuite, pour certaines exigences particulières et pour la supervision et la supervision, nous avons pu customiser afin de répondre aux exigences.
Donc, la plupart de ces composantes, ça ne venait pas seulement de nous, c'était un effort collaboratif avec le ministère de la Santé, l'OMS, et nous avons eu confiance, grâce à notre expérience avec la COVID-19, que nous savions que c'était possible. On va se concentrer maintenant sur la deuxième et troisième colonne. Nous avons dû faire quelques développements customisés. Par exemple, le portable bénéficiaire. Les clients peuvent avoir accès à leur propre registre et produire un certificat de vaccination. Et pour la micro-planification de vaccination également, nous avons dû customiser. Nous avions quelques exigences d'intégration avec, par exemple, la supervision de la température à distance, l'intégration. Mais ce qui est important ici, ce qu'il faut noter, c'est qu'avoir adopté le DHIS en tant que plateforme de base, c'est que la plateforme a beaucoup de flexibilité pour produire des développements customisés. Donc, de nouveau, c'est fortement basé sur ce que nous avons appris pendant la pandémie de COVID-19, parce que nous avons dû beaucoup développer, intégrer pendant cette période de COVID. En particulier, si on se concentre sur le registre électronique de vaccination, la fonction principale, c'était de stocker les données et de les analyser, mais de produire un tableau de bord. Et bien sûr, de produire des registres électroniques de vaccination sur ce portail. Donc, rapidement, pour vous montrer quelques captures d'écran, je ne vais pas tout vous montrer, mais pour vous montrer un petit peu ce que nous avons dans ce registre de vaccination, ce que vous pouvez voir ici, c'est ce qui a été suivi. Donc ça, c'est la collecte de données primaires qui montre le registre de vaccination. Quelque chose que vous devriez remarquer, c'est que nous avions le package générique, mais nous avons dû customiser, personnaliser le package générique selon les exigences du pays. Bien sûr, ça, vous ne pouvez pas planifier en avance. Il faut avoir un dialogue avec le ministère pour connaître les exigences. Et vous pouvez identifier ce qu'il faut faire comme configuration, comme changement, par rapport à ce que vous avez dans le forfait générique. Donc ici, vous voyez le tableau de bord. Donc, dans le tableau de bord générique, il y a toutes les données analytiques, mais sometimes, si nous mettons en œuvre, nous aimons bien avoir dans ce genre de tableau de bord, nous voulons avoir plus de fonctionnalités pour essayer de souligner un petit peu des informations, les messages importants et qui contacter et comment obtenir de l'assistance, des choses comme ça. Donc ça, c'est personnalisé en plus du paquet générique que vous avez. Et enfin, bien sûr, vous avez toutes les données analytiques qui ne sont pas seulement celles qui sont incluses dans le package, c'est selon les exigences du pays, vous pouvez personnaliser et les incorporer dans votre tableau de bord. Donc, tout ça, tout ce que nous avons fait ensemble avec le ministère de la Santé, avec l'OMS et avec tous les partenaires de développement. Et de nouveau, maintenant, vous avez votre package et vous avez des lignes directives, en particulier le tracker du DHIS2 et de l'Université d'Oslo conduit beaucoup de programmes de formation. Donc, c'est très intéressant d'aller à ce programme de formation parce que, par exemple, ça montre que le package n'est qu'un logiciel, mais quand vous le mettez en œuvre, vous devez également avoir votre propre guide d'utilisation et vos propres stratégies de mise en œuvre. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une page du guide d'utilisation. On n'utilise pas forcément le manuel de 50 pages. C'est selon notre expérience, l'expérience que nous avons acquis pendant la COVID-19. Nous avons quelque chose un guide d'utilisation qui est simple et visuel. C'est un guide d'une seule page que nous avons développé pour la mise en œuvre. Donc, pour ce travail, c'est un travail avec le ministère de la Santé et des Maldives, avec le Sri Lanka, avec le bureau de l'OMS et également avec beaucoup d'autres parties prenantes qui ont vraiment contribué pour que ce soit un succès. Donc, ça fait 2 mois maintenant que nous avons commencé à mettre en œuvre. Et justement, aujourd'hui, c'est le jour où nous avons l'ouverture au niveau national de ce registre électronique. Et à partir de maintenant, le pays a pu déjà enregistrer 35% des naissances des enfants dans le système. Et nous escaladons, nous développons cela. Donc, dans plusieurs pays, ils ont déjà commencé à rentrer les données et à suivre les programmes de formation pour que cela soit développé.
Au niveau du programme de surveillance pour les maladies prévisibles, le portal est en train d'être développé et va être bientôt prêt à utiliser. Et rapidement, je voudrais également parler de l'apprentissage, principalement l'utilisation du package de métadonnées. C'est très important de savoir qu'il faut l'utiliser, parce que comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a dans le package, vous pouvez montrer ça au ministère et vous pouvez recevoir des retours. C'est exactement ce que nous avons fait. Et nous avons configuré tellement de domaines, il y a tellement de choses à changer, à inclure. Et le produit fini est un package de métadonnées qui inclut beaucoup de personnalisation. Et parfois, selon les pays, ça dépend peut-être des exigences peuvent dépendre également. Vous devez être prêt à utiliser une certaine intégration, à faire un petit peu de développement personnalisé pour répondre à toutes les exigences dont le pays a besoin. Et en vous impliquant auprès des parties prenantes, vous devez vraiment vous impliquer auprès du ministère au niveau des exigences. Donc, c'est une expérience fantastique où vous pouvez apprendre et découvrir les changements que vous devez faire pour savoir ce qui doit être en place avant de mettre en œuvre au niveau national. Et enfin, avec l'équipe du Sri Lanka, nous ne faisons que faciliter. Donc, nous ne voulons pas que le pays dépende de nous. C'est plutôt pour développer les capacités du pays. Donc, nous sommes fortement concentrés sur le développement de capacités pour que maintenant cela puisse être utilisé par le ministère de la Santé. Et à nouveau, fournir de l'assistance et développer. Nous faisons ça petit bout par petit bout, donc nous ne commençons pas la mise en œuvre en une seule fois au niveau du pays. Par exemple, pour le moment, nous essayons de voir les domaines où il faut mettre en œuvre dans les mois à venir. Dans quelques mois, oui, nous allons couvrir le pays en entier. Donc, voici quelques exemples d'apprentissage, de leçons que nous avons tirées, et merci beaucoup. Merci. Donc, maintenant, nous allons nous présenter à l'équipe du Bangladesh. Merci, Mike. Bonjour, c'est Dajid qui parle ici et je travaille pour l'équipe du Bangladesh. Donc, diapositive suivante. Donc, la situation, le contexte, pour parler des données dont nous avions besoin, le Bangladesh a atteint une couverture de vaccination de 82%, mais pendant des années, nous avons remarqué que ça variait entre 80 et 85%. Et nous avons également observé qu'il y avait des lacunes au niveau de la couverture entre certaines zones géographiques, entre les zones rurales et urbaines. Et également, il y a des lacunes entre la couverture valide et la couverture brute. Et nous avons observé qu'il y avait de très grosses différences entre la couverture au niveau administratif et celle détectée par les enquêtes. Il y a eu également des doses invalides, des zones qui sont abandonnées et qui sont laissées, qui sont les raisons principales pour la couverture. Et également, le dénominateur est un gros défi pour le Bangladesh. Également, nous ne sommes pas capables d'identifier les enfants qui n'ont jamais reçu une dose. Donc, dans ce système, si vous regardez dans ce système de données, pour 5 et 6, nous avions des problèmes que nous ne pouvions pas adresser avec des données agrégées. Donc, nous avons décidé d'utiliser le système DHIS2 pour surveiller ces zones. Diapositive suivante. Donc, nos objectifs avec l'introduction de ce tracker en ligne de vaccination, c'était d'améliorer la couverture de vaccination complète à 95%, et de monitorer également les enfants qui ne sont pas vaccinés, qui sont partiellement vaccinés et ceux qui sont complètement vaccinés. Et grâce au système de SMS, nous voudrions réduire le nombre de doses invalides ou qui sont abandonnées ou perdues et réduire les lacunes entre les zones urbaines et rurales et les banlieues et également selon les zones géographiques. Suivante. Donc, les exigences, c'est que ça devait être non seulement basé sur le web, mais également sur Android, que les enfants enregistrés, cela devait pouvoir être fait en utilisant également l'élément actuel d'enregistrement. Nous voulions quelque chose de visuel. Nous voulons pouvoir envoyer des SMS à la mère ou au tuteur pour l'enregistrement, pour appeler quand les zones sont dues et pour la complétion de la vaccination. Et également, savoir par message s'il y avait des doses invalides. Dans ce cas, le système devrait automatiquement permettre de montrer qu'il y a des doses invalides.
Et également, j'aimerais préciser que nous envoyons des SMS aux superviseurs ou aux managers au sujet des doses invalides. Et nous avons également la liste des doses dues et des doses qui auraient dû être administrées auparavant. Enfin, nous avons aussi un système de saisie de données hors ligne et également des détails sur les capacités du pays. Voilà, ce sont les exigences de base pour nous pour l'introduction de ce système. Suivante. Donc, pourquoi nous avons sélectionné ce tracker du DHIS2? Donc, voici notre calendrier. En 2010, le Bangladesh l'utilisait pour la collecte au niveau de la communauté et des points de soins. Nous utilisions des données agrégées. Ensuite, 2015, tous les responsables de la santé et les utilisateurs ont été orientés vers le DHIS2. En 2015 également, nous avons collecté les données sur la santé de la mère et de l'enfant au travers de 14 000 cliniques communautaires au Bangladesh. Et à partir de 2016, le programme de registre de vaccination en ligne a utilisé les sets de données agrégées du DHIS2 pour collectionner des informations sur les vaccins et la logistique. En 2016 également, nous avons introduit l'inventaire de l'équipement de la chaîne du froid. Nous avons également une expertise technique qui est disponible par le DHIS2. Enfin, en 2019, nous avons introduit ce tracker en ligne pour la vaccination. Suivante. Donc, l'utilisation de la plateforme. Nous utilisons le module tracker pour enregistrer ça dans chaque enfant et c'est très flexible au niveau de la personnalisation. Il y a un module de SMS qui est déjà intégré pour envoyer des rappels aux bénéficiaires et au travers de la santé. Il y a également des indicateurs, des notifications qui sont déjà intégrés pour faciliter la réduction des doses invalides. Et nous avons également un système d'analytique flexible et avancé pour réduire le nombre d'enfants non vaccinés. Et il y a également une fonctionnalité GIS pour identifier les services, en particulier au niveau des zones géographiques difficiles à atteindre. Il y a un système automatique au niveau de la génération de rapports pour trouver les doses invalides ou les doses non utilisées. Et également pour capturer ces données. Ensuite, la mise en œuvre, les étapes de la mise en œuvre. Il y a eu la consultation avec les parties prenantes et le développement de l'application. Ça a pris presque 4 semaines. Ensuite, nous avons testé sur le terrain, l'application sur le terrain dans un contexte urbain et rural. Ensuite, nous avons développé notre calendrier, la capacité de développement du personnel lié, et enfin la mise en œuvre et la supervision continue et la révision. Donc, voici le statut de la mise en œuvre. Nous avons mis en œuvre dans des contextes ruraux et urbains. Nous avons couvert beaucoup de nouvelles zones avec ce tracker en ligne. Et au niveau de la réaction, de la responsabilité, nous utilisons ce tracker. Suivant. Donc, voici le tracker en ligne pour la vaccination de l'enfant. Donc, nous avons développé et personnalisé ce tracker en ligne selon notre calendrier de vaccination. Donc, il y a diverses étapes de 0 dose jusqu'à la 2e dose du MR. La vaccination et l'immunisation, pour cela, nous utilisons un centre et nous recevons les données au niveau de la communauté et au niveau des professionnels de la santé. Au niveau des districts pour superviser la vaccination des enfants. Des SMS sont envoyés à la mère ou à la personne en charge pour que ce soit rapporté dans l'enfant, au niveau de l'enfant. Et l'enfant a ensuite un identifiant de vaccination unique qui est créé automatiquement. Et pour toutes les doses, il y a un SMS de suivi qui est envoyé à la mère ou à la personne en charge, le tuteur.
pour leur rappeler qu'il faut faire la vaccination, pour qu'ils suivent le calendrier de vaccination. Même s'il manque une dose, il y a aussi un SMS qui est également envoyé à la mère ou à tuteur avec les informations d'un professionnel de la santé et un numéro de téléphone à contacter afin de recevoir cette dose au prochain rendez-vous suivant. Donc, les bénéfices et les impacts de ce tracker en ligne. Nous avons fait une recherche sur la mise en œuvre entre juin et août 2021. Selon cette recherche, nous avons découvert que ce tracker en ligne aidait au suivi, à la facilitation du suivi pour les enfants. Et en utilisant ce tracker en ligne, ça nous a aidé à identifier les enfants qui n'étaient pas suivis au niveau de la vaccination et à suivre également les doses invalides. Ça permet également de notifier le bénéficiaire par SMS afin d'assurer un processus de vaccination valide et efficace. Suivant. Au niveau des catégories de coûts et d'options de contrat, nous savons qu'au niveau local, nous pouvons mettre en œuvre ce registre de vaccination et que nous pouvons recevoir de l'assistance de l'Université d'Oslo. Et le pays peut décider s'ils veulent utiliser également les services du cloud. Il y a également des outils, il y a des catégories de coûts qui sont liées aux SMS, à la formation et à la supervision également. Réponse annuelle. Suivant. Donc, quels sont les avantages et les désavantages? C'est un logiciel vraiment open source pour la personnalisation et la mise en œuvre. Il y a une très bonne assistance communautaire et la personnalisation est flexible pour personnaliser les données au niveau du tracker en ligne. Il y a des mises à jour de versions qui sont faites régulièrement. Il n'y a pas de verrouillage et il y a ça suit les standards internationaux au niveau de la confidentialité. Le désavantage, c'est que la performance du système peut être affectée selon la capacité du serveur et le design tracker. Et la configuration, ce que nous avons observé au niveau de la recherche mondiale, c'est que c'est un petit peu compliqué au niveau de la configuration. Et également, ça demande des capacités particulières, des compétences pour l'impression de la carte de vaccin. La configuration du serveur est également assez spécialisée et nous avons des difficultés à interpréter le journal d'erreurs système suivant. Oui, merci. Désolée, je crois que c'est la même diapositive. Oui. Oui, c'est la dernière. Donc, merci beaucoup. Donc, juste, je vois qu'il y a quelques questions qui sont déjà apparues dans la section questions-réponses. Donc, je les allouerai, je pense, à l'équipe Bangladesh et à plusieurs équipes pour répondre. Parce que celle-ci, je crois que c'est au sujet des Maldives, au niveau de l'intégration des flux. Est-ce que c'était automatisé dans le processus manuel? Je peux peut-être juste dire un mot là-dessus, mais vous demander ensuite comment les Maldives ont fait. Parce que chez nous, à l'Université d'Oslo, nous avons collaboré avec l'OMS pour essayer de créer une connexion entre le registre mondial qui est visuel et qui est basé en Suède. Ils ont un logiciel qui s'appelle Legiflow, qui est spécifique, qui est utilisé pour la création de rapports au niveau des réactions adverses qui concernent la vaccination. Ils ont travaillé avec l'équipe logicielle pour essayer de contacter cela au flux de travail du pays, si le pays utilise déjà un logiciel, et également cette approche pour essayer de créer des rapports au niveau du registre mondial. Nous avons également créé des outils particuliers pour permettre ça, mais c'est toujours pays par pays au niveau de la mise en œuvre. Nous avons par exemple utilisé ça au Madagascar pour mettre cela en œuvre. Et ensuite, nous avons fait quelques webinaires avec la communauté pour qu'ils reçoivent les informations sur la façon de faire. Donc ça, c'est au niveau mondial, comme la façon dont nous avons travaillé. Mais je veux bien que vous donniez un petit peu plus d'informations sur les Maldives. Oui, merci Mike. Comme Mike a dit, à nouveau, notre apprentissage, nos leçons, ça provient de l'équipe au niveau mondial parce que c'est quelque chose de nouveau.
Mais notre approche, c'était qu'on ne voulait pas vraiment réinventer la roue. Donc, on les a contactés, on a contacté l'Ohio pour savoir s'il y avait quelque chose au niveau mondial. Donc, ce qu'on fait actuellement, ça n'a pas été complètement mis en œuvre, mais nous avons développé. L'Université d'Oslo a des lignes directives sur la façon dont ce package de registre en ligne peut être intégré dans le flux. Il y a quelques étapes pour faire cela. La première chose, c'est déjà produire, configurer, et c'est un petit peu comme une fiche de travail que vous produisez quotidiennement. Et une fois que ça a été produit, c'est un fichier et quelqu'un doit le télécharger de façon manuelle. Donc, pour être plus spécifique à la question posée, ce n'est pas complètement automatisé pour le moment. C'est une intervention manuelle et il faut vérifier ce qui est là, ce qui est juste. Donc, nous produisons des fichiers qui peuvent être ensuite téléchargés dans le système et c'est le genre d'intégration que nous avons en ce moment. Mais de nouveau, c'est assez générique. Donc, ça dépend des exigences du pays également. Donc, je ne pense pas que ce soit très difficile d'automatiser complètement ce système, mais il faut faire attention au tableau de bord. Donc, aux Maldives, l'approche que nous avons pour le moment, c'est que nous produisons ces fichiers et ensuite ils sont téléchargés en ligne. Et je vois une autre question au sujet de combien de temps ça prend du design à la mise en œuvre totale. Donc, peut-être que je vais me tourner vers le Bangladesh. Je sais que vous avez parlé un petit peu de ça dans votre présentation. Est-ce que vous voulez un petit peu répéter, donner quelques informations sur le calendrier du moment où vous avez commencé à étudier la question au moment où vous avez de fait mis en œuvre? En fait, ça dépend. Il y a différents segments, ça dépend du design et du développement et de la mise en œuvre. Si le pays peut faire plusieurs activités en même temps, alors ça peut être fait en 8 semaines. Mais sinon, ça peut prendre au maximum 12 semaines du design à la mise en œuvre. OK. Je dirais qu'en général, selon plusieurs pays avec lesquels nous avons travaillé, ce processus varie fortement. Parce que souvent, ça dépend, il faut d'abord obtenir les exigences. Et ce processus même peut prendre très longtemps. Ça dépend des parties prenantes et de qui prend les décisions. Une fois que les exigences, que tout le monde s'est mis d'accord sur les exigences, la configuration même au niveau de DHIS2, ça ne doit pas forcément prendre très longtemps si vous avez une équipe qui a déjà les compétences pour utiliser DHIS2, mais ça dépend également d'à quel point vous pouvez utiliser les packages recommandés qui sont déjà utilisés. Si vous voulez recommencer à zéro, ça dépend de l'intégration. Est-ce que vous devez intégrer des systèmes existants? Ça varie fortement. Vous pouvez commencer aujourd'hui, télécharger le package en un instant et vous auriez déjà plus ou moins un outil qui est fonctionnel. Mais selon les pays et en avançant, prendre le temps de former tout le monde, toutes ces choses-là, ça dépend très fortement des ressources qui sont disponibles dans le pays, de ce genre de choses. Oui, nous avons une autre question ici de la part des Philippines. C'est surtout le ministère de la Santé est déjà en train de considérer intégrer un système de surveillance. Comment est-ce qu'il pourrait demander une aide? Donc, de la part de l'Université d'Oslo, nous serions ravis de rejoindre une conversation initiale et de partager des informations avec vous, mais nous avons également un certain nombre de partenaires au niveau régional qui pourraient vous aider au niveau des Philippines. Donc, nous avons bien sûr ici l'équipe du Sri Lanka. Il y a également des équipes qui sont là pour aider au Bangladesh, comme l'équipe du Bangladesh l'a mentionné. Il y a un certain nombre de groupes au niveau régional qui aident divers pays et qui peuvent être disponibles pour rejoindre cette conversation. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez entamer une conversation. C'est Mike au DHIS2. Je suis très facile à joindre. Une autre question sur l'utilisation hors ligne de DHIS2, la version Android et ce que nous appelons, ce que nous considérons comme notre offre hors ligne, parce que le système peut être sur le cloud ou il peut être accessible au niveau du web ou au niveau d'Android, mais l'accès web est conçu, le navigateur web est conçu
pour être utilisé avec une connexion Internet constante, mais hors ligne, vous pouvez utiliser l'application Android qui se synchronise avec le serveur quand il y a une connexion disponible et beaucoup de pays utilisent cette approche hors ligne. Donc, ce serait par l'approche Android, vous pouvez collecter les données si vous n'avez pas utilisé une connexion qui est constante. Bien sûr, il y a également des défis parce qu'il faut que des appareils Android soient disponibles et il faut également une formation pour ces appareils. Donc, il faut vraiment trouver la bonne approche pour votre pays, mais c'est en gros ça, notre approche hors ligne. Ok, ensuite, la question suivante que je vois ici, c'est au niveau des coûts de maintenance annuels. À nouveau, je serais ravie d'avoir l'équipe du Bangladesh qui répond, mais pour moi, de ma part, cette plateforme, contrairement à d'autres systèmes que vous pouvez considérer, ce n'est pas une plateforme sous licence et l'Université d'Oslo ne fait pas de service logiciel pour cette plateforme. Donc, ce n'est pas quelque chose pour lequel il y a un coût direct qui nous revient à nous. C'est chaque pays, généralement, a déjà sa propre infrastructure DHIS2, il l'utilise déjà pour quelque chose, donc c'est déjà intégré. Souvent, au niveau local, c'est géré par le ministère de la Santé et leurs propres serveurs, mais ça peut également être sur le cloud, mais tout ça, c'est une décision prise au niveau local. Mais il doit y avoir une équipe technique qui supporte l'installation du DHIS2. Donc, c'est comme tout autre large système d'information. Il faut qu'il y ait une équipe informatique qui doit s'assurer que les choses fonctionnent, que le système fonctionne, qui doit également suivre les changements. Par exemple, s'il y a de nouvelles utilisations au niveau de la santé, de nouveaux utilisateurs, il doit y avoir une équipe qui gère tout cela. À nouveau, souvent, ça, c'est fait en combinaison entre le ministère de la Santé et son équipe informatique et une assistance de la part d'une autre organisation. Donc, par exemple, l'équipe du Sri Lanka ici qui aide les Maldives. Mais il y a beaucoup de différentes façons de procéder. Il y a beaucoup de fournisseurs de services. Et ce que je peux recommander pour les pays individuels ici, c'est de considérer, de regarder l'utilisation des HIS2 qui est déjà effectuée dans votre pays. Il y a beaucoup de pays qui utilisent le système pour un objectif ou un autre. Donc, il y a déjà très probablement un partenaire technique qui existe, une équipe d'installation qui serait peut-être, si vous êtes intéressé pour utiliser le registre de vaccination, ce sont les partenaires locaux avec qui vous risquez de travailler. Je ne sais pas si au niveau du Bangladesh ou du Sri Lanka, il y a quelque chose que vous voulez ajouter au niveau des coûts annuels ou au niveau de l'assistance technique. Juste pour faire court, comme Mike a dit, ça dépend fortement d'à quel point la mise en œuvre du DHIS2 est déjà institutionnalisée dans votre pays. Donc, il y a quelques coûts qui sont liés à l'infrastructure, en particulier au réseau et aux services liés au réseau. Bien sûr, il faut prendre en compte la mise en œuvre qui est effectuée, mais au niveau ressources humaines, il faut quelqu'un qui maintienne et qui mettent en œuvre le DHIS2. L'approche générale a été généralement de s'appuyer sur les capacités au niveau du ministère. Donc, ça dépend si vous utilisez le DHIS2 pour la vaccination. Si vous pouvez vraiment regarder quelles ressources vous avez déjà disponibles au niveau de la mise en œuvre, voir un petit peu les capacités au niveau du ministère dans le pays. Ensuite, vous aurez des coûts assez minimaux au niveau de la maintenance et de la mise en œuvre, et c'est généralement l'approche que la plupart des pays adoptent. Merci, oui, exactement. Les coûts récurrents, c'est principalement au niveau des ressources humaines. Et dans le pays, ça dépend s'ils utilisent déjà leur propre serveur système. Donc, voilà le type de prix. Donc, au niveau de la vaccination, si vous utilisez les notifications par SMS, il y a également des coûts récurrents à ce niveau-là. Donc, il faut calculer le coût des SMS par enfant complètement vacciné. Donc, ce sont les coûts qui varient de pays à pays. Et également, comme je l'ai dit, il y a déjà très probablement dans votre pays quelqu'un qui a cette infrastructure
et qui sera probablement très capable de vous aider à planifier un budget et à regarder quels sont les coûts parce qu'ils utilisent déjà ces capacités. Si ce n'est pas le cas dans votre pays, nous avons également un certain nombre d'outils en ligne au travers de dhs.org. Et vous pouvez y avoir accès et découvrir plus d'informations sur la façon de planifier et de mettre en œuvre. Qu'est-ce que le calendrier pourrait être, quel coût cela pourrait être. Ça, c'est si vous devez vraiment commencer à zéro. Ensuite, la question suivante, je vais demander à l'équipe du Bangladesh. C'est une question sur les défis rencontrés au niveau de l'impression de la carte de vaccination et de la maintenance des serveurs. Quelles compétences sont utiles? Donc, le Bangladesh, vous avez identifié que pour la mise en œuvre et la maintenance, c'est quelque chose qui demande des compétences particulières. Est-ce que vous voulez expliquer comment ça s'est passé pour vous, la mise en œuvre? Oui, alors, vous pouvez normalement directement imprimer les cartes de vaccination. C'est enregistré, les informations sont enregistrées. Donc, en utilisant cette carte de vaccin, développer cette carte de vaccin dans le système, vous risquez d'avoir besoin d'autres compétences. Et pour cette configuration, pour la maintenance, oui, comme Mike a mentionné, pour la configuration et pour la maintenance, c'est un défi pour nous. C'est de fait un gros défi pour nous, en fait. Donc, ça dépend vraiment de pays à pays. Oui, et peut-être généralement, le système même peut être développé si vous essayez de faire un système au niveau individuel pour chaque qui est entré dans le programme de vaccination routine. Ça peut être développé, devenir très large. Ça peut être un serveur qui devient très actif. Et vous allez avoir besoin d'administrateurs système qui ont de très bonnes compétences dans l'équipe. Parce que ça, c'est quelque chose, nous recevons tous les jours pendant les heures de travail ouvrées, nous recevons des centaines de transactions. Donc, vous avez besoin d'un environnement de serveur qui est très robuste et d'avoir des administrateurs serveurs qui ont de bonnes compétences. Donc, je vais peut-être demander également si quelqu'un d'autre veut parler un petit peu de cela. Je sais que vous avez un programme de vaccination, par exemple, contre la COVID-19 qui a été très développé. Quelles étaient les configurations de l'UNICEF? Quelle devrait être la considération dans la mise en œuvre de ce genre de système? Oui, donc ça, bien sûr, je vais pas juste parler de ce système. Pour venir, notre expérience de mise en œuvre au niveau de la COVID-19, nous avions eu plus de 20 millions de personnes qui ont été enregistrées. C'est presque toute la population. Donc, les choses auxquelles il faut penser, l'approche. Nous avons eu plusieurs approches, en fait. Nous avons parlé déjà de ça durant divers webinaires au niveau des certificats de vaccination, au niveau de l'intégration sur la plateforme. Donc, notre approche à nous était un petit peu complexe au Sri Lanka. C'était d'intégrer déjà les données publiques et le gros défi de l'intégration des données publiques, c'est que ça demande beaucoup de ressources et que les exigences étaient très diverses. Une chose à faire, c'est de devoir configurer le DHIS2 et ensuite d'obtenir de l'assistance d'autres, par exemple au Sri Lanka, au niveau des agences gouvernementales, l'agence gouvernementale gérait les certificats sur le serveur. Parce que le truc, c'est plus il y a de plateformes, on a parlé d'intégration, mais quand il y a beaucoup de variables, beaucoup de différents systèmes à intégrer, gérer les serveurs et gérer l'intégration, c'est un très gros défi. Donc, la stratégie dans la plupart des pays en développement, c'est ce que nous pouvons recommander, c'est qu'il faudrait mettre toutes les ressources ensemble et avoir une collaboration entre les agences gouvernementales centrales et ensuite identifier l'organisme central qui aura peut-être la capacité donc, de gérer cette mise en œuvre. C'est ça l'approche que nous avons adoptée et ça a très bien fonctionné pour le moment. Et peut-être un dernier mot sur ce sujet qui est pertinent à la mise en œuvre,
c'est que le DHIS2 et le système de tracker que nous avons ici, à nouveau, sont configurables. Et nous avons montré, à partir de ce package, peut-être les façons les plus complexes de faire les choses, c'est d'inclure beaucoup de choses comme le soutien à la décision, les notifications par SMS, et d'intégrer avec d'autres systèmes pour avoir un portail public, toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin de commencer avec ça et ça doit dépendre fortement également de ce que vous voulez réussir à faire dans le pays. Quelles sont les raisons principales? Pour quelles raisons est-ce que vous avez besoin d'un registre de vaccination? La plupart des pays de nos jours n'ont pas des données individuelles qui sont numérisées. Ils s'appuient sur des chiffres agrégés qui arrivent à un certain niveau sur le système et à part ça, ils utilisent également les registres locaux sur papier. Donc, juste le fait de numériser les registres individuels, si vous n'avez pas, même si vous n'incluez pas les notifications par SMS, par exemple, juste le fait de numériser les données personnelles, c'est déjà aller avancer fortement. Ça vous donne tellement plus de données analytiques, tellement plus de façons d'interroger les données. Ça va vous donner une bien meilleure base pour prendre des décisions au niveau du programme de vaccin. C'est également beaucoup plus facile à gérer en tant que système. Ça peut être fait par une équipe qui a un peu moins de compétences, qui est un peu au niveau du DHIS2. Les demandes au niveau du serveur sont un petit peu plus faibles, puisqu'il n'y a pas autant de données traitées. Vous pouvez également commencer sur une zone géographique plus petite, et une fois que vous aurez plus d'expérience au niveau de la numérisation des données individuelles, là alors, vous pouvez commencer à ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, le DHIS2 peut être mis à jour au fur et à mesure du temps. Vous pouvez ajouter de plus en plus de complexité alors que le pays s'habitue à faire cela. C'est très important de penser aux objectifs de ce que vous essayez de faire, ce que vous voulez atteindre, et de commencer avec ça comme base sur la conception du système. Vous pouvez toujours exclure toute portion du package qui n'est pas pertinente pour vous, qui est trop compliquée pour l'environnement, selon ce que vous essayez d'atteindre. J'ai une dernière question que je peux voir là, et puis je crois que nous arrivons à capacité au niveau du temps. C'est sur la version hors ligne d'Android, et est-ce qu'elle a les mêmes fonctionnalités que la version web? La réponse, c'est oui. Nous avons essayé d'avoir quelque chose d'assez complet au niveau web et Android. Bien sûr, il y a un cycle de développement différent et nous mettons à jour le DHIS2 avec 2 mises à jour par an. Android a quelques fonctionnalités différentes qui ont été ajoutées, mais au niveau du package de base que je vous ai montré, au niveau du registre en ligne de vaccination, ce sont les mêmes fonctionnalités que nous utilisons. Nous effectuons également l'assistance technique et nous envoyons des notifications de masse. Nous avons également les analyses locales. Les données sont stockées au niveau local. Mais maintenant, il n'y a pas de carte de vaccination, de visualisation de carte de vaccin pour un individu qui soit sur la version Android, mais ça va être sûrement une étape au niveau de la liste de travail, sur la façon dont la liste de travail fonctionne sur le web. Mais c'est seulement un tout petit peu en arrière de quelques mois. Le développement est en cours, donc c'est essentiellement le même système entre les deux. Je crois que nous n'avons plus le temps et que nous avons fini les questions. Donc, je vais repasser la parole. Donc, merci beaucoup, Mike. C'était une fantastique présentation et merci à Mike. Merci aux présentateurs Ariat et Jed. Et j'aimerais également remercier Émilie et Naya, les interprètes. Si vous avez des questions à l'avenir, vous allez recevoir un email avec les liens vers l'enregistrement ainsi qu'un lien vers les diapositives et nous allons vous fournir une adresse email au cas où vous aimeriez poser davantage de questions. Donc, nous espérons que tout le monde a aimé cette session et nous espérons vous revoir la semaine prochaine pour la session suivante de cette série de webinaires. En attendant, prenez soin de vous et nous nous voyons la semaine prochaine. Merci tout le monde. Au revoir.